Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Moussa Touré. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, Pierre-Edouard. Merci de nouveau d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi. Un plaisir toujours partagé. Vous êtes ancien ministre de l'économie, des finances, du plan et du commerce, ancien président de la commission de l'UEMOA et actuellement vous êtes le président de Citoyens pour l'éthique et la transparence, cette Jarigne Sam Réew. À l'entame de notre émission, nous allons un peu tordre le cou à ce principe sacro-saint dans le journalisme qu'est la loi de la proximité, qui veut qu'on aborde d'abord les questions domestiques avant de s'ouvrir à l'international. Vous me voyez certainement venir, nous allons parler du Burkina Faso, un pays que vous avez bien connu parce que vous avez été le président de la commission de l'UEMOA qui a son siège là-bas. Vous avez été également le directeur de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la communauté économique de l'Afrique occidentale. En tout et pour tout, vous avez eu à faire 15 ans à Ouagadougou. Alors, comment réagissez-vous aux événements qui ont contraint le président Blaise Compaoré à la démission après 27 ans passés au pouvoir? Vous savez, Pierre-Edouard, après vous avoir de nouveau salué et salué tous vos collègues de Walfadjri, je voudrais dire la tristesse que je ressens en ce moment. Je suis littéralement malheureux, parce que vous l'avez rappelé tout de suite, j'ai passé 15 ans de ma vie professionnelle au Burkina Faso, plus exactement en Haute-Volta et au Burkina Faso. En Haute-Volta, puisque c'était le nom de ce pays-là, de 1974 à 1980, j'étais directeur à la CEDEAO. Et ensuite, de 1996 à 2004, comme président de la commission de l'UEMOA. Le Burkina Faso est mon second pays. J'y ai travaillé plus que je n'ai travaillé sur la terre sénégalaise. J'y ai noué de très fortes amitiés. Et tous les acteurs qui parlent, ou dont on parle dans ces tristes événements, je les connais tous. Et presque la plus grande part de ces acteurs-là sont des jeunes frères. J'en ai connu beaucoup comme élèves, comme étudiants. Ce sont des gens qui me fréquentaient et qui sont devenus Premier ministre, président de l'Assemblée, ministre, chef d'état-major, etc., etc. Oui, l'un des principaux acteurs, c'est le président Blaise Compaoré. Vous l'avez certainement côtoyé. Alors, est-ce que vous avez parlé avec lui durant ces récents événements? Non, pas du tout. Je n'ai pas eu l'occasion. Et d'ailleurs, même si j'avais l'occasion, connaissant la personne, je n'aurais pas évoqué certains sujets. Et pourquoi? Parce que c'est un personnage secret, intelligent, superbement intelligent, courageux, et qui est solidement assis sur ses convictions-là. Ce que j'ai fait depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est de parler à beaucoup de ses amis, soit ses collaborateurs ou des amis que j'ai laissés à Ouagadougou pour leur dire mon inquiétude quant à la situation qui allait se présenter. Vous aviez vu venir? J'ai vu venir parce que, vous savez, le Burkina Faso, aujourd'hui, la Haute-Volta, n'a jamais connu de changement dans la paix et la sérénité et dans le cadre du respect d'une constitution. Le président Yaméogo, le premier président, a été destitué par la rue quand la population s'est agglutinée autour de son palais. C'est comme ça que le pouvoir a été transmis au général Lamizana, Aboubacar Lamizana. Le général Lamizana lui-même a été destitué par la rue, mais également par ses collègues militaires, par un autre général, qui lui-même a été destitué par l'équipe Ouedraogo, Sankara et Blaise Compaoré en 1983. Donc,
Ouedraogo a été remplacé par Sankara, qui a été remplacé par Blaise. Donc, ce pays, depuis son indépendance, n'a pas connu des changements constitutionnels de personnes, des alternances constitutionnelles. Et c'est un peuple qui est charmant, travailleur, puisqu'on parle beaucoup de travail en ce moment au Sénégal. Énormément travailleur, courageux, calme, serein, mais qui est capable d'un déploiement de violence quand les situations l'exigent. Et ce n'est pas rare qu'il y ait eu, dans l'histoire de ce pays-là, l'histoire récente comme ancienne, beaucoup de morts, comme malheureusement nous l'avons constaté là. Oui, vous avez décrit tout à l'heure le président Blaise Compaoré comme étant un homme intelligent et même courageux, assis sur ses principes. Mais est-ce qu'on ne peut pas douter de son intelligence quand on a vu 1 million de personnes descendre dans la rue pour exiger le retrait de ce projet de révision de constitution? Là, est-ce qu'il ne lui a pas manqué un jugement ferme et pertinent de la situation? D'abord, il faut dire que Blaise Compaoré a accompli un travail énorme dans ce pays-là. Lorsque j'y arrivé la première fois en 1973, même lorsque j'ai quitté en 80 pour revenir à Dakar, tout ce qui est le centre de Ouaga, qui est un bijou aujourd'hui, c'était ni plus ni moins qu'un village avec des maisons en banco. C'était un désert économique. Il a accompli un énorme travail dans ce domaine-là. Maintenant, ce qui se passe, ce qui s'est passé chez Blaise Compaoré, comme ce qui s'est passé en ce qui concerne le printemps arabe. Oui. Il ne faut pas oublier la Libye, la Tunisie, oui. Peut-être d'autres encore. Le 23 juin au Sénégal. 23 juin au Sénégal, le pouvoir rend fou. Le pouvoir rend aveugle. Prions Dieu, nous, comme d'autres, qui sommes appelés à exercer un pouvoir quel qu'il soit, à essayer de rester lucide, de rester humble, de rester ce que nous avons toujours été. Malheureusement, c'est ce syndrome-là qui a atteint Blaise Compaoré. Et quel message aujourd'hui le peuple burkinabé a-t-il lancé aux dirigeants africains? On prête l'intention de tripatouiller la constitution à certains présidents. On cite l'exemple du Togo, des deux Congos, du Rwanda. Quel message le peuple burkinabé a-t-il envoyé à tous ces gens-là? C'est un message très fort. Je vais vous raconter quelque chose. J'étais dans ma voiture avec quelqu'un, nous étions en train de rouler, quand la radio relatait les événements de Ouagadougou. Et j'étais en train de lui dire à cette personne-là, tiens, ce qui se passe à Ouaga, c'est la réédition du 23 juin. Et je crains que la même chose ne se passe. Ah oui, où? Et cette même chose, c'était d'abord le retrait du texte, du projet de loi constitutionnelle. Et puis la débandade. Ici au Sénégal, le 23 juin, si les Sénégalais, comme on les connaît, empreints de mesures et de sérénité, s'était laissé aller. Et si le pouvoir du président Wade n'avait pas reculé comme il l'avait fait, les Sénégalais, les jeunes et les moins jeunes, auraient fini au palais de l'avenue Roume. Et c'est la même chose qui se serait passée. Et c'est ça qui s'est passé au Burkina. Et c'est triste et c'est dommage parce que je ne parle même pas des destructions qu'il y a eu. Je ne parle pas des morts d'hommes qu'il y a eu, ce qui est malheureux. Mais c'est que ce pays va connaître un arrêt, une suspension de ses performances énormes en matière économique, ce qui me préoccupe le plus. Parce qu'il faut dire que dans le cadre de l'UEMOA, le Burkina a toujours été le meilleur, sinon l'un des meilleurs élèves, en matière de performance, en matière de sérieux, en matière de rigueur. Moi, pendant les 8 ans que j'ai passé comme président de la commission de l'UEMOA, le président Blaise Compaoré m'a été d'une grande aide. Il m'a facilité tellement de choses, tellement de choses. Donc c'est triste que tout cela se termine comme ça. Oui, c'est triste parce que l'histoire retiendra de lui, de quelqu'un qui a voulu s'approcher au pouvoir. C'est dommage. Et l'avenir, comment l'entrevoyez-vous? Non, ils vont se reprendre. Ça, ils ont cette force-là, les Burkinabés. Ils vont se reprendre, ils vont se remettre au travail, ils vont remettre de l'ordre. Mais malheureusement, il y aura eu cette interruption-là. Et cette tâche qui va encore, n'est-ce pas, s'imprimer sur ce pays-là pendant quelques années, nous espérons les plus courtes possibles. Voilà.
Et nous parlons maintenant, M. Moussa Touré, ancien ministre des questions domestiques. L'actualité, elle est fortement économique au Sénégal. C'est le budget 2015 du Sénégal qui est de 2869 milliards. Budget qui a connu une hausse de 137 milliards en valeur absolue et 5,2% en valeur relative. La hausse d'un budget pour un pays traduit-elle une bonne respiration, une bonne gestion, une bonne gouvernance? Normalement, c'est cela. 5% d'augmentation d'un budget d'une année sur l'autre, c'est raisonnable, c'est bon, mais à condition aussi que ça reflète la croissance économique. Il faut que la croissance se suive. Suive ou précède. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que pour avoir cette croissance du budget, on a plus matraqué les citoyens en matière d'impôts, en matière de taxes, etc., etc. Mais je crois que c'est raisonnable. Et s'agissant de ce budget, les chiffres que vous donnez sont ceux que je connais, parce qu'il faut vous avouer que je n'ai pas épluché ce document qui semble être encore pour l'instant secret. Il n'y a que des initiés ou des privilégiés comme vous autres, des médias, qui avaient pu l'avoir. Mais j'ai quand même quelques éléments. Sur ce plan, je ne dirais rien. Par contre, il y a quelques points qui me dérangent quelque peu. Lesquels? Il y en a un qui est à la fois d'ordre budgétaire, économique et financier, mais d'ordre politique. Il y a d'abord le budget du Conseil économique, social et environnemental. Qui a augmenté de plus de 100%. Qui était de 4 milliards, je crois, et qui a augmenté de 5 milliards, ce qui fait 9 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, d'une part, que quand le président de la République nous a fait croire, à nous Sénégalais, il y a quelques semaines, ou oui, c'est même pas quelques mois, que la renaissance du Sénat ne coûterait pas plus de 4 milliards. Or, à ce que je sache, en tant que l'un des deux organes, des institutions d'un régime parlementaire à deux chambres, le Sénat est d'une importance beaucoup plus grande que le Conseil économique, social et environnemental. Donc, au moins, le Sénat aurait coûté 9 milliards et non pas ces 4 milliards que de manière très politicienne et très légère, on nous a annoncé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense qu'il ne faut pas... Il faut arrêter de se moquer des Sénégalais. Comme disait l'autre de manière très triviale, il ne faut pas prendre les Sénégalais pour des canards sauvages. Les Sénégalais ont refusé le Sénat depuis 2012. C'est net, c'est clair. Au lieu d'accepter cela de manière démocratique, de manière responsable, on veut contourner cela pour faire de conseillers économiques, sociaux et environnementaux des sénateurs bis. Ah oui? Oui. C'est ce que vous pensez? Parce que, en leur conférant les mêmes salaires, les mêmes avantages et les mêmes privilèges que des députés. Députés qui, même si on peut dire tout ce qu'on veut, cette chambre qui n'est qu'une chambre d'enregistrement, une chambre de palabres, mais tout de même sont élus, quoi qu'on puisse en dire. Mais des gens qui ont été désignés de manière tout à fait partiale, de manière tout à fait discriminatoire, qu'on leur confère un statut, des privilèges à des élus de la nation, ça ne me semble pas sérieux et ça ne semble pas répondre. Parce que le président de la République, il doit être le porte-voix, il doit être le guide de la volonté du peuple sénégalais. Mais il ne doit pas, quand le peuple sénégalais manifeste une direction, prendre la direction opposée en voulant de force l'y amener. Ce n'est pas bon, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne en démocratie et ce qui se passe au Burkina Faso doit encore être une preuve. D'ailleurs, je reviens là-dessus, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est un problème de l'Afrique. C'est un problème de l'Afrique. Et j'ai écouté certains jeunes, ordinaires, pas des hommes politiques, burkinabés, dire qu'ils s'adressent non pas seulement aux responsables burkinabés, mais ils s'adressent à toute l'Afrique. Et que ce qui se passe chez eux soit une leçon pour tous ces pseudo-dictateurs
qui veulent s'accrocher ad vitam aeternam au pouvoir. C'est extrêmement important. Sur ce plan-là, au moins, ce qui s'est passé est salutaire et ça compense très peu, il est vrai, les malheurs qui entourent cette affaire-là. Oui, tout à l'heure, vous avez qualifié un peu les conseils économiques, sociaux et environnementaux de sénateurs bis. Mais de l'autre côté, la réflexion est engagée pour la résurrection du Sénat. On verra bien. On verra bien. Si le président de la République s'évertue à vouloir mettre en place ce Sénat-là, il le fera contre la volonté du peuple sénégalais. Mais il n'a jamais dit qu'il était contre le Sénat. Il avait juste supprimé parce que les circonstances s'y prêtaient. Il y avait les inondations. Oui, mais ça, c'est une façon de parler. Il fallait lutter contre les inondations. Les inondations, ce n'est pas la première fois. Oui. On nous l'avait déjà dit, tant au Barbaret. N'est-ce pas? Les inondations. Mais les inondations, ce n'est pas un argument. C'est fallacieux. On ne peut pas parler d'inondations qui empêchent de créer un Sénat. On va y arriver tout à l'heure quand on dépasse une 60aine de milliards pour construire un centre de conférence. Dans son programme, on voit le Sénat là-dessus. Hein? Oui, mais le Sénat a été décrié et refusé par tout le monde. Les assises nationales. Et la levée de bouclier qu'il y a eu dès son élection, quand il a voulu le mettre en place. Ça, il faut qu'il en prenne conscience. Il ne faut pas aussi provoquer gratuitement le peuple. Pour caser quelques affidés, quelques militants, quelques protégés, ça n'en vaut pas la peine. Et le faire sur le dos de l'ensemble du peuple sénégalais, c'est pas bien. Oui. Si le budget du Conseil a connu une hausse, le budget de l'Assemblée nationale et de la primature ont connu une baisse. Le président de l'Assemblée nationale avait un budget de 17 milliards. Le budget maintenant est ramené à 14 milliards. Du côté de la primature, le budget passe de 23 à 20 milliards. Oui, oui. Là, cette cure d'amaigrissement, c'est à mettre à l'actif de Macky Sall. Non, non. Vous savez, ces transferts-là de budget qui diminuent, qui baissent là, dans ces domaines-là. Vous savez, le budget, ce qu'il y a à voir de manière structurelle, ce sont les charges fixes, ces institutions-là, les salaires, les différents avantages, les différents responsables. Maintenant, qu'on puisse sortir de la primature quelque chose pour transférer ça à un ministère, ou de la présidence pour transférer ça à un ministère, ça ne change rien à la chose. Au contraire, je pense que ce qu'il faut relever, même si le budget de la présidence a dû baisser, je crois qu'on lui a logé 20 milliards. 20 milliards, oui. Pour les bourses de sécurité sociale. Ça, c'est une autre affaire encore. La réfection des édifices religieux, les voyages extérieurs. Moi, je parle des bourses de sécurité familiale, enfin, ces aides familiales-là. Ça, il faut qu'on en parle aussi. Vous savez, il y a quelques jours, on a parlé de scandale qui se passe à Pamecas. Oui. Tous ces organismes de microcrédit. Je dis que pour l'économie de ce pays-là, pour faire travailler comme on veut les Sénégalais et les Sénégalaises, consacrer de l'argent à pratiquement supprimer les intérêts qui sont payés par nos valeureuses femmes dans ces organismes de microcrédit, pour leur permettre de travailler au lieu que tous les bénéfices qu'elles peuvent avoir soient rongés par ces organismes, par des taux d'intérêt qui atteignent des fois 27% dans des conditions inhumaines. Ça a plus d'effet que de donner 100 000 francs à un ménage, une famille de 10 personnes, c'est le calcul qui a été fait, 25 000 francs par trimestre, c'est une goutte d'eau et qui n'a aucun effet sur la vie de tous les jours de ces gens. Oui, on en a 100 000 familles de plus pour l'année à venir. Oui, qui vont bénéficier de cette aide-là, ce qui n'est pas rien. C'est même 200 000 familles, ce qui fait 250 000 familles. Mais, Pierre-Edouard, est-ce que vous savez que si on prend les statistiques en matière de pauvreté dans ce pays-là, 50% des ménages sénégalais vivent dans la pauvreté. Et si on prend un ménage de 10 personnes, ça fait 650 000 familles, 650 000 ménages qui sont dans la pauvreté. Dans ces 650 000-là, par quels critères sérieux, honnêtes, justes, débarrassés de toute considération politicienne ou partisane, on peut choisir 250 000 sur 650 000. Il y a problème. Mais cet argent-là qu'on donne, il faut aider les Sénégalais. Mais il faut les aider à s'aider eux-mêmes, c'est-à-dire à travailler. Ces montants-là, je vous assure, si on prend un village où il y a 20 familles qui bénéficient de ces sommes-là, à 100 000 francs, ce qui fait 2 millions, investis dans des projets à dimension raisonnable,
je pense que ça peut permettre à ces familles-là de tirer des ressources sans que le capital ne soit détruit, comme c'est le cas quand c'est dépensé comme ça en pure perte. Ça, on l'a dit. Et puis, comme je dis encore, ça, la CMU, les agents de sécurité sociale, oui. Tout ça, ce sont des mesures hautement politiciennes, partisanes, qui permettent de régler le problème de partisans, de militants, de protéger sous une couverture qui se veut sociale. Parce à moins qu'on soit nihiliste, M. Touré, on ne peut pas douter du caractère, de la portée sociale de telles initiatives. Mais c'est ce que je vous dis. On dit qu'on fait du social, mais en même temps, on règle le problème, de distribuer par des fonds secrets ou d'autres fonds qui sortent de n'importe où, par des fonds publics officiels, on donne de l'argent à ces protégés, ces militants, ces familles, ces protégés, etc., etc. Donc vous pensez que Macky est en train d'entretenir un bétail Mais électoral? moi, j'écoute les gens qui en parlent. Il y a des problèmes qui se posent dans certains villages, dans ce cas de ces bourses-là, familiales. Je suis accompagné par quelqu'un qui habite un village qui est vers Karang, qui est avec moi dans votre studio, et qui me parlait récemment des problèmes qui se sont posés là-bas, où le chef de village, n'est-ce pas, a choisi des gens de son clan. Et c'est comme ça que c'est monté. Et ce sont ces gens-là qui ont bénéficié de l'aide-là, pas les autres. Alors que c'est le même village. Et mieux encore, de ce qui a été dit, ce ne sont pas les plus pauvres. Au contraire, c'est les moins pauvres, les plus aisés de ce village-là qui ont bénéficié de cela. Mais on est au Sénégal. Tout le monde sait comment se passent les choses. Il faut quand même que les gens soient raisonnables. Maintenant, on nous dit, oui, mais c'est social, c'est CMU, toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. La CMU, puisque j'en parle, le ministre de la Santé est une femme extraordinaire. Je la connais personnellement. Ce n'est pas d'elle qu'il s'agit. C'est la politique de l'État. Et moi, quand je dis l'État, je vise le président de la République. C'est une bonne idée en soi, dans l'absolu. Mais, avant de dire qu'on ne paye pas, il faut d'abord être reçu. Vous avez vu les scandales récents où des enfants, des femmes, font le tour de toutes les formations sanitaires, les hôpitaux de Dakar, sans être reçus quelque part et qui meurent dans les taxis. Oui. Moi, j'ai personnellement des membres proches de ma famille, quelqu'un qui a fait 4 structures pour aller mourir à l'entrée du SAMU municipal. Mais le gouvernement promet des correctifs, c'est ce qui justifie en partie la hausse du budget. Des correctifs dans quel sens? Oui. Puisqu'on parle de correctifs, je vais vous dire, le fameux projet du PSE, qui s'appelle Dakar City, présenté comme un des projets phares. Vous savez combien d'argent va être mis dans ce projet-là? 50 milliards de francs CFA, avec toute l'ambition qui est présentée. Vous savez combien l'État va mettre dedans? 5 milliards de francs CFA. Donc le projet en tout fait 50 milliards. Et c'est le projet phare en matière de santé du PSE. Et je répète encore, quand on met une soixantaine de milliards pour construire un centre de conférence. Est-ce que vous voyez le décalage qu'il y a entre ce qu'on veut nous faire croire et ce qui se passe dans la réalité? Le sérieux de ce qui nous est présenté, le caractère, je dirais presque intellectuel, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de ces projets, de ces programmes. C'est là où il y a problème. Oui, nous restons toujours, nous parlons toujours du budget 2015. Que pensez-vous des arguments du gouvernement qui dit que pour l'essentiel, ces dépenses budgétaires sont orientées vers les axes prioritaires du plan Sénégal émergent, notamment 27 projets phares pour un montant d'environ 215 milliards. Là aussi, je serais y venir, c'est vous marchez sur la langue, comme on dit, Pierre-Edouard. Oui. Je ne comprends pas. Parce qu'au lendemain de la tenue du groupe consultatif à Paris, notre jeune frère, le ministre des Finances, s'est félicité d'avoir déjà engrangé, je me souviens, 700 milliards. Oui. Et je crois savoir que ces dernières semaines, ces 700 milliards sont montés à 1300 milliards. Alors, je ne comprends pas. Je sais que j'ai l'habitude de réaliser des budgets de l'État. Pendant 8 ans, je l'ai fait au ministère des Finances. Le PTIP, tout cela, cet argent, où est-ce qu'il est? Pourquoi 215 milliards si des sommes aussi importantes sont disponibles? Est-ce que c'est un problème de capacité d'absorption? Est-ce que c'est parce que ces projets ne sont pas du tout prêts? Il y a quand même des questions à se poser. La capacité d'absorption, on ne peut pas en douter.
Mais problème, oui. Parce que dire qu'on a engrangé 700 milliards ou 1300 milliards et inscrire au budget 2015, l'année prochaine, jusqu'en décembre 2015, 215 milliards, ça pose oui, problème. Ça c'est pour les projets phares, hein. Ce n'est que 27 projets, il y a d'autres projets qui attendent. Oui, mais ces projets phares, comme je vous dis, le Dakar City Santé là, ça fait 50 milliards, vous avez qui font 400 et quelques milliards. Mais quand même, si l'argent est disponible, comme on nous le dit, n'est-ce pas, les 2 tiers ou 3 quarts de ces sommes disponibles devraient se retrouver dans le budget 2015 de l'État sénégalais. Donc c'est mal parti pour le PSE, c'est ce que vous voulez dire? Ou bien on nous a dit des choses qui ne sont pas exactes. Mais personnellement, je n'arrive pas à comprendre encore. Peut-être que ma science, mon expérience n'atteigne pas encore ce niveau-là. Oui, peut-être vous allez comprendre ce qui suit. Le budget prévoit une augmentation des dotations budgétaires concernant la subvention sur l'électricité, le gaz, les denrées de première nécessité, le programme des bourses sécurité familiale, on en a parlé tout à l'heure, qui touchera 100 000 nouvelles familles et la couverture maladie universelle. Là, avez-vous envie de tirer votre chapeau à Macky Sall? Non, vous savez, d'abord, Pierre-Edouard, il faut que les jeunes Sénégalais sachent ce que c'est qu'un budget. Un budget, c'est comme le programme. Par exemple, Yonou Yokote. Qu'est-ce que c'est devenu? On n'en parle plus. Alors, on peut faire un budget comme un bon programme. Une fois qu'il est adopté, le président de la République peut, par des décrets, faire des virements. Le ministre peut, par des arrêtés, faire des virements, etc., etc. Donc, ça, à ce stade-là, c'est des belles choses. OK. Oui. Mais, là aussi, je vous dis, il y a peut-être problème, peut-être contradiction. Vous avez parlé de l'électricité, de l'eau. Du gaz. Subvention. Oui, du gaz, des denrées de première nécessité. Alors, moi, je ne comprends pas. Parce que je crois savoir, et vraiment, j'espère que je ne me trompe pas, que le président de la République, pendant sa tournée, a annoncé la suppression de la TVA sur le riz local. Oui. Et peut-être dans sa lancée, également, suppression de la TVA pour l'électricité et l'eau. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Alors, d'abord, pour le riz local, je dis que la suppression de la TVA, ce n'est pas là qu'est le problème. Parce que même le riz importé paye en tout et pour tout 12,7% de droits. En tout et pour tout. Si on veut promouvoir le riz local, ce n'est pas en créant des conditions économiques néfastes. Il faut que notre riz soit un riz performant. Et pour cela, il faut travailler sur toute la chaîne, depuis l'aménagement des terres, jusqu'à l'encadrement des producteurs, jusqu'à la production, l'entreposage, le transport, la commercialisation. C'est là qu'on peut faire des gains de coûts et rendre notre riz plus compétitif en prix et en qualité. Oui. Parce que là aussi, il y a à faire. Oui. Donc, ce n'est pas là. C'est une fausse route. Ça, c'est mon point de vue. Le deuxième et troisième point, la suppression de la TVA sur l'électricité et sur l'eau. Je me demande quelquefois si vraiment le président de la République, comme les gens qui l'entourent, qui le conseillent, font preuve d'une réflexion intellectuelle normale. On ne peut pas douter de leur capacité. J'en arrive à en douter. J'en arrive à en douter. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou alors c'est une naïveté, ou alors le président de la République est trompé. Je ne dirais pas, je n'ose pas dire que c'est lui qui est un escroc, mais par ses collaborateurs qui sont des escrocs. Ah oui. Et dans sa naïveté. Parce que, et puis, quand on lui propose quelque chose, moi, je vérifie toujours des choses. Parce que la parole du président de la République, elle est sacrée. Elle porte. Et dire des choses qui n'ont aucun sens, et ça c'est le cas. Parce que, puisqu'on parle de social, si on dit qu'on supprime la TVA sur l'électricité et sur l'eau, d'aucuns, vous, comme moi et comme tout le monde, penseront que c'est pour alléger le prix. Pour... Justement, quelle pourrait être l'incidence d'une telle suppression? Je viens. Oui. Tout le monde pensera que c'est pour alléger le prix de l'électricité et de l'eau pour les gorgorlous. C'est-à-dire, bon, disons de manière triviale, le petit peuple. Mais
il n'est même pas nécessaire d'aller consulter la SDE ou d'aller consulter la Sénélec. Il suffit de prendre une facture d'électricité, une facture d'eau, la regarder de manière attentive. Et on verra, si c'est l'eau, que jusqu'à 40 mètres cubes d'eau de consommation, on ne paye pas la TVA. Or, la plupart des ménages sénégalais, dans les banlieues et partout, n'atteignent pas ce niveau de cas. Donc, ne sont pas concernés par cette mesure. Par contre, ceux qui sont concernés, c'est ceux qui consomment beaucoup plus. Les grands consommateurs. Les gens aisés. Des gens aisés. L'électricité, c'est pareil. Lorsque vous prenez la facture, vous voyez que jusqu'à 250 kWh, il n'y a pas de TVA. Et je reviens à l'eau. Donc, ce qui veut dire que pour l'eau, ceux qui payent jusqu'à 27 000 francs de facture d'eau actuellement ne sont pas concernés par cette mesure. Et ceux qui payent plus. Pour l'électricité, c'est la même chose. 250 kWh, il y a très peu de ménages gorgorlous qui payent ça. Par contre, ceux qui... Vous savez combien ça représentera pour moi, cette affaire-là, cette aubaine-là? Et je devrais m'en féliciter. Une économie sur ma dernière facture de 26 000 francs. Donc là, ça fait l'affaire des riches, quoi, au détriment des... Non, je ne suis pas riche. Au détriment des pauvres. En tout cas, au détriment des pauvres. Oui. Alors, voilà un peu. C'est pourquoi je dis, ou c'est naïf, ou c'est de l'escroquerie, ou c'est du n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas des choses compliquées. Et vraiment, il faut que... Vous savez, c'est vrai qu'au Sénégal, on a été habitué, comme disait le président Senghor, au génie du verbe. Parler, parler, parler. Et une fois qu'on a parlé, on pense que tout a été fait. Mais il faut faire et puis parler ensuite. Et avant de faire, regardez bien les choses, regardez ce qui doit se faire. Quelle est la cible? Mais prendre des mesures qu'on présente comme pour aider les Sénégalais à revenus modestes, alors qu'au contraire, ceux-là ne seront même pas concernés. C'est par contre ceux qui sont les plus aisés qui vont en profiter. Voilà un peu pourquoi je parlais soit de naïveté ou d'incapacité intellectuelle. Et je dirais même plus d'amateurisme ou d'incompétence. Voilà. Et que devait faire le gouvernement à la place de la suppression de la TVA? S'agissant de quel... Oui, s'agissant des denrées qu'on vient de citer, l'eau, l'électricité. L'eau, l'électricité. Oui. L'électricité, il y a un autre pour alléger, bien sûr, la souffrance des démunis. L'électricité, il y a un autre problème. Vous savez, Pierre-Edouard, depuis quelque temps, le prix du baril de pétrole, qui il y a quelques mois frôlait les 125 $ le baril, aujourd'hui est descendu autour de 85 $, même peut-être moins. Ce qui fait que le prix du baril a perdu un tiers de son montant. Mais ça devrait normalement, lorsqu'on regarde la manière dans laquelle, avec les décrets qui existent, les lois, comment est fixé le prix de l'essence, du gasoil, mais également le fuel, tous ces produits qui sont fournis à la Sénélec et qui, d'après les textes que nous avons connus, j'espère qu'ils n'ont pas changé, devraient être revus tous les 4e jeudis de chaque mois, réactualisés. On voit que depuis plus d'1 an, je crois, oui, le prix du super, le prix du gasoil n'a pas bougé. Oui. N'est-ce pas? Il n'a pas connu de hausse ni de baisse. Mais c'est là où il y a le problème. Puisque l'essence, le pétrole, qui est la base, a baissé d'1 tiers. Alors, on dit qu'on subventionne. Mais en même temps, on capte le produit beaucoup plus important de cette baisse. En gros, aujourd'hui, ils viennent de baisser le prix du carburant en France. Au Sénégal, aujourd'hui, on aurait dû baisser le prix du super comme du gasoil d'au moins 100 francs de CFA. Mais 100 francs CFA, je ne parle pas des taxis, des ndiagandiaï, des transports en commun. Même le Sénégalais moyen qui a une voiture, qui habite la proche banlieue, qui habite Dakar, dans sa consommation mensuelle, ça lui fait une économie facile de 30 000 francs par mois. Oui. Mais qui ne va pas tenir longtemps, parce qu'on va assister à une nouvelle hausse du prix. Oui, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est pour éviter ces fluctuations que le gouvernement a décidé de bloquer le prix. Mais justement, c'est ça. Mais c'est-à-dire, c'est pour éviter ça. Moi, je veux bien. Mais quand ça baisse durablement, et qu'on dit qu'on fait du social, on dit qu'on subventionne, mais baissons ce qui est juste. C'est-à-dire, avant de donner à quelqu'un, mais donnons-lui ce qui lui est dû.
Non, c'est pas plus simple. Donc logiquement, le prix des carburants devrait connaître... Normalement. Et je vous dis, ça a baissé en France récemment. Et ça baisse partout. Et tous les pays qui sont des pays pétroliers ont des problèmes énormes en ce moment parce que leurs revenus vont beaucoup baisser. Mais si ces pays-là, qui battent des mains, qui dansent quand le prix du pétrole augmente, sont en train de pleurer, nous qui ne faisons qu'importer, que consommer, quand ils sont fatigués, mécontents, nous devions être contents, nous. Mais nous ne pouvons pas rester tout le temps mécontents parce que toujours on est matraque d'un prix de l'essence, du super, du gasoil qui reste le même, qui reste élevé. Okay. Et c'est ça aussi, parce que le PSE et tout ça, on en parle. Mais tant que ces problèmes du coût de l'énergie, je veux parler du super, du gasoil, je parle de l'électricité, quand tout ça n'aura pas été réglé, c'est-à-dire d'abord en avoir à disposition. On dit qu'on baisse la TVA sur l'électricité, mais là encore, comme pour la CMI, pourvu que les gens aient l'électricité, moi où j'habite à Fann, depuis plusieurs semaines, il n'y a pas un jour où j'ai au moins 2 coupures. Alors, ceux qui sont aux HLM, Sacré-Cœur, ou même Fédère Grasland, parce que c'est des gens avec qui je parle tous les jours, c'est plus grave encore. Qu'ils aient ça en qualité, ensuite et en quantité, avant de parler du prix. Pour l'eau, c'est pareil. Alors, ce sont ces choses-là qu'il faut régler, plutôt que de dire on fait du social. Mais si tu fais du social en proposant aux gens quelque chose que tu n'as pas ou qui ne peut pas recevoir, ça ne sert à rien. Ok. Nous allons progresser un peu, monsieur le ministre Moussa Touré, et revoilà les tournées économiques. Le chef de l'État s'est rendu cette semaine dans la vallée du fleuve avec l'ensemble des ministres concernés. Faites-vous partie de ceux qui saluent l'initiative du chef de l'État? De faire la tournée économique comme le faisaient Senghor et Diouf. Je vais vous dire une chose. Il est toujours bon pour un responsable, chef d'État, ministre, directeur de service, de se rendre sur le terrain pour voir, d'une part, comment travaillent ses collaborateurs qui sont sur le terrain, mais pour voir également comment les bénéficiaires de ce travail, leurs interlocuteurs, perçoivent ce travail et le vivent. Donc c'est tout à l'honneur du président. Excellente chose, vu sous cet angle-là. Oui. Maintenant, quand ça se passe dans un contexte de campagne électorale anticipée, où on voit déferler depuis Dakar, des Ndiagandiaï, des cars rapides, des bus, jusqu'à Podor, ou jusqu'à des contrées comme celle-là, ça change de nature. Ce n'est plus une tournée économique, c'est une tournée politique. Et c'est ça qui est dommage, mais sinon, pour le reste, je dis, il est bon que même les conseils des ministres qui disent décentraliser, moi je serais pour que de manière régulière, on tienne des conseils des ministres dans les différentes capitales régionales, non seulement les conseils des ministres, mais avant le conseil, que les différents ministres s'y rendent 2 ou 3 jours avant pour pouvoir voir les services, voir leur domaine, leur secteur, comment ça fonctionne. Oui, mais c'est excellente chose. Vous avez parlé de campagne électorale déguisée, mais on ne peut pas dissocier les deux. Le président, en se rendant sur le terrain, il rencontre fatalement ou bien même forcément ses militants. Oui, mais tout dépend on peut le lui concéder. Tout dépend de ce qu'on met en avant. Et vous savez aussi, une fête peut être belle et puis un petit incident la gâcher. J'entends dire, hein, moi je n'ai pas vu, je vous assure, et je le jure, l'inauguration du centre de conférence de Diamniadio. Mais ce que j'entends dire, des gens, c'est quelque chose d'ahurissant. Les gens, au lieu de se féliciter qu'on ait ce beau centre, j'espère qu'il est beau, disent simplement ce qui a entouré cela, le folklore, hein, les danses des uns et des autres, les chants des uns et des autres, au moment où on disait aux Sénégalais, arrêtez de danser, arrêtez de chanter, travaillez. Donc voilà, des choses qui peuvent être le petit grain là qui vient bloquer la machine. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans ces tournées-là. Il y a beaucoup plus de folklore qu'autre chose. Disons la vérité. Et ce n'est pas bon. Au Sénégal, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme ressources humaines, comme compétences, comme potentialité, on devrait de manière beaucoup plus sérieuse. Mais quand je dis on, de la rue, d'accord, mais de la rue, il faut qu'il y ait un exemple. L'exemple, ça monte, jusqu'en haut, faire preuve de la plus grande rigueur, du plus grand sérieux, de la plus grande probité, de la plus grande honnêteté. Et oui. Tant que ce n'est pas ça, on aura beau parler, rien ne se passera dans ce pays. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate
quand on voit la déliquescence de tout. Vous savez, pour venir à votre émission, j'ai regardé des décrets, des lois concernant justement le secteur pétrolier, concernant le riz. Et j'ai été ahuri en regardant ces décrets, ces lois, de voir que ces lois, ces décrets comportent des fautes d'orthographe, des fautes de français, des fautes de choses comme ça. Ce qui, à une époque... C'est des erreurs de frappe. Ce n'est pas des frappes. Quand vous oubliez un S, quand vous oubliez d'accorder un adjectif, ce n'est pas une faute de frappe. Il ne faut pas accuser comme on le faisait avant les secrétaires. Ce n'est pas la secrétaire. Ça, c'est celui qui a écrit. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate. Non, de manière plus sérieuse, c'est une déliquescence. Et moi, je vous dis, je constate régulièrement dans les décrets, les lois et tout ça, là, on voit qu'il y a des insuffisances. Mais ça, c'est pas bon, parce que le Sénégal n'a pas été habitué à ça. Oui, pour en rester à la tournée économique du président, le président qui promet, ou bien son ambition principale, c'est d'en arriver à 0 kg de riz importé à l'horizon 2017. Est-ce jouable? Je vais parler Wolof. Pierre-Edouard, 2017, c'est demain. Ah, c'est demain. Je crois savoir qu'aujourd'hui, nous ne sommes même pas au tiers de notre consommation en riz. On consomme grosso modo 1 100 000 tonnes de riz et du riz fini. Nous ne sommes pas autour de 300 000 tonnes. Et les investissements, l'encadrement, les préparations, mais également, comme je dis, en quantité et en qualité. Parce que si vous inondez le Sénégal du riz que personne ne veut consommer, il y a problème. Oui, mais on est en démocratie. Il faut initier les Sénégalais à la consommation locale. Oui, mais consommation locale, mais ça se fait aussi en améliorant la qualité de notre riz. Et on peut trouver des systèmes pour parfumer notre riz, le rendre plus finement fait, etc. Ça, oui. Mais ça ne peut pas se faire en l'espace de 2 ans. 2017, c'est dans 2 ans, Pierre-Edouard. Il ne faut quand même pas rêver. Donc c'est un vœu pieux. C'est pas un vœu pieux. C'est un vœu. C'est pas un vœu pieux. C'est un vœu. Non, un vœu tout court. Maintenant, réalisable, ça, c'est vous qui le dites. Oui, c'est une question que je pose. Non, pour moi, ce n'est pas réalisable en 2017. Il faudrait y ajouter peut-être 5, 6 ans, 7 ans, en mettant les moyens qu'il faut, en faisant tout ce qu'il faut. Là, oui, aux horizons 2025, oui. Mais 2017, et c'est ça aussi qui n'est pas toujours bon. Bon, quand on le dit, on vous dit, oui, mais il y avait le Guana, ça a fait une impulsion, etc. D'accord, c'est très bien, mais il faut projeter des choses qui sont réalisables. Hein, et pour qu'on dise, comme j'ai lu récemment dans un pays où on a réalisé 99,9% des objectifs, et le patron de l'affaire a convaincu tout le monde en disant « Je ne suis pas content, c'est pas bien », parce qu'il restait 0,1%. Donc, ça veut dire que cela, c'est des projections, des prévisions sérieuses, rigoureuses qui ont été faites. Donc, l'autosuffisance en riz n'est possible qu'à l'horizon 2025. Au plus tôt. Et comme je dis encore, si on y met tous les moyens qu'il faut en matière d'aménagement de terres, parce qu'il y a des terres à aménager et ça demande des sommes énormes. Ça demande des sommes énormes. Il y a tout le matériel agricole. Il y a la formation des producteurs. Il y a ensuite maintenant tout le circuit depuis la production, la conservation, la transformation, la conservation, le transport et la distribution. Vous savez, je ne parle pas de riz, mais moi j'ai des militants qui sont partout. J'ai envoyé une délégation il y a quelques mois, quelques semaines. Vous connaissez Bambali, en Casamance, vers Sédhiou. Alors, ils sont venus, c'est des petits, comme on dit en Wolof là, enfin, dans notre jargon, boy town. Jamais sorti de Dakar. Ils sont revenus effondrés. Pourquoi? On me dit, mais président, là où on est passé là, il y avait des manguiers et des mangues, et des tonnes de mangues qui poussaient. Alors, donc, oui, il y a la production. C'est bien, il faut la promouvoir, mais en même temps, sa consommation, c'est-à-dire sa transformation pour ce qui est des fruits. Et c'est ahurissant qu'au Sénégal, aujourd'hui, moi, je n'ai pas les moyens qu'on puisse consommer des jus de fruits, des jus de mangue importés d'Arabie Saoudite. Je ne sais pas s'il y a un mangue en Arabie Saoudite, alors que nos mangues sont en train de pourrir ici, et c'est voilà pour beaucoup d'autres produits. Et c'est là où je reviens encore à ces bourses d'aide familiales. Transformer des mangues en jus, en confiture, c'est une technologie
tellement simple. Tellement simple. Et avec 10 familles à ces 100 000 francs-là, 1 million, on enclenche un système pour pouvoir transformer tous ces fruits, les mangues, les noix d'anacarde, etc., etc., etc. Ça produit de la richesse, ça enrichit ces gens-là, ça leur donne un niveau de vie plus élevé. C'est ça qu'il faut faire. Okay. Là, vous dressez un tableau assez sombre de l'économie sénégalaise. Mais à la lumière de ce qui suit, on a l'impression que le chef de l'État et son gouvernement marchent sur l'eau. Là, je veux parler du doing business. Le Sénégal, parmi les 10 meilleurs pays réformateurs au monde. Notre pays est classé à la 161e place sur 189 pays du rapport doing business, donc par extension de la Banque mondiale. Avez-vous envie aujourd'hui de dire à Macky Sall, chapeau l'artiste pour les efforts consentis? Pierre-Edouard, moi j'ai marché sur l'eau, parce que je suis Moïse. Je suis Moïse. J'ai marché sur l'eau. C'est quoi? C'est parce que vous ne saviez pas nager? Non, 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 c'est votre formule. Oui. Vous connaissez l'histoire de Moïse, Bien qui a sûr. sauvé... Bon, parce que je suis Moïse, Moussa, Moïse. Mais marcher sur l'eau n'est pas donné à tout le monde. Et si on marche sur l'eau avec cette bagatelle-là, c'est que vraiment, vraiment, on se contente de peu. Je vous explique. On était 171e. On devient 161e. Un bond de 10 places. De 10 places. Ce qui n'est pas rien. Je viens. Oui, allez-y. Parce que on est sélectionné parmi les, je ne sais pas, 5 ou 10 pays qui ont fait le plus de réformes. C'est OK, je suis d'accord. Mais, Pierre-Edouard, si vous allez courir derrière Usain Bolt, n'est-ce pas? Une première course, vous êtes 7e. Donc, avant-dernier. La course d'après, vous êtes 6e. Vous avez fait du progrès. Mais est-ce qu'il y a de quoi pavoiser? Est-ce qu'il y a de quoi pavoiser? Moi, j'aurais préféré que nous nous réjouissions d'être parmi les premiers. Oui. Mais, vous dites cela, mais vous n'avez pas ajouté que dans le classement objectif, le Sénégal vient après le Mali, qui est en crise. Le Sénégal vient après la Gambie, nos frères gambiens dont nous nous moquons tant. Alors, est-ce qu'il y a de quoi pavoiser là-dessus? Moi, j'ai entendu effectivement un ministre là, presque battre le tam-tam. Mais est-ce qu'il y a de quoi avec tout cela? En tout cas, le président de la République ne manque pas. Et puis, il faut qu'on bouge. Oui, le président ne manque pas d'ambition. Il dit que l'année prochaine, son ambition, c'est de passer entre 10 et Mais heureusement, il y a des ambitions, parce que finalement, je me demanderais s'il devait être président s'il n'avait pas d'ambition pour le Sénégal. Hein? Il ne serait pas à sa place. Un bond de 10 à 20 places pour l'année prochaine pour le Sénégal, est-ce possible? Mais on verra l'année prochaine. Ça dépend de ce qui se fait. Mais encore là, vous savez, je dis toujours, les appréciations de la Banque mondiale ou de l'Institut... Oui, on semble trop donner d'importance à tout ça. Moi, j'ai toujours dit... business. C'est quoi exactement voilà. doing business? Mais comme vous le dites, c'est des progrès. Mais vous pouvez être bien classé dans ce marché alors que vous êtes sous l'eau. Hein? Parce que vous étiez à 10 mètres sous l'eau, maintenant vous êtes à 5 mètres, on dit bravo. Mais vous êtes toujours en train de vous noyer. Oui, mais avec un peu d'effort, on sort la tête de l'eau. Je veux bien, je veux bien. Donc c'est à relativiser. En plus, mais c'est des critères de la Banque mondiale. C'est des critères de partenaires, je ne veux pas être sectaire, disons d'occidentaux, qui ne sont pas forcément les critères valables chez le Sénégal et Les réalités ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas peut-être les mêmes parce que moi je peux, parce que je veux une politique, telle politique pour mon pays, le Sénégal, que j'aime bien, refuser telle ou telle injonction ou position de la Banque mondiale. Je l'ai souvent fait. Je l'ai souvent fait. Alors, si pour ça on est mal noté, d'accord, mais vous savez, être bien noté par un maître, c'est pas toujours parce qu'on est le meilleur. C'est peut-être parce qu'on est le plus servile, le plus béni, oui. Alors, faites attention à ces choses-là. Maintenant, il y a des choses objectives. On voit effectivement, parce que, Pierre-Edouard, vous faites des démarches tous les jours pour tel ou tel document, tel ou tel papier. Les chefs d'entreprise, les gens font des démarches. Mais tout le monde sait qu'effectivement, il y a des blocages énormes. Le simple blocage, ce n'est pas le fait de dire on prend un décret, on prend un texte. Mais le blocage plus simple, c'est que je dois venir Pierre-Edouard pour retirer un papier, et Pierre-Edouard n'est pas là, oui, parce qu'il est en baptême, parce qu'il a un décès.
parce qu'il est soi-disant malade. Oui, mais en 24 heures aussi au Sénégal, maintenant, on peut installer, créer une entreprise, une société. Ouais, théoriquement, c'est ce qui est dit, mais essayez de le faire. Moi, je voudrais bien à votre place, vous les médias là, essayez de faire des choses comme ça pour vous faire une religion vous-même, plutôt que d'accabler des gens comme moi qui vous disent des choses que vous refusez. C'est la réalité. Bon, on présente les choses comme il faut, mais parlez avec des opérateurs économiques, des hommes d'affaires étrangers, même sénégalais. Et ils vous parleront. Et ça, c'est pas le président Macky Sall. Il ne faut pas croire que je critique le président et son régime. Ce sont des pesanteurs qui sont introduites au Sénégal et qui s'aggravent de jour en jour. Et vous savez pourquoi aussi? Parce que les critères qui ont toujours présidé au Sénégal ici pour la sélection des directeurs, des responsables dans les administrations, les choses, ce sont ces critères qui sont émoussés. Maintenant, et j'ai quelqu'un qui vient de me dire qui travaille avec des agences, les agences de l'État là. Quand vous y allez, le personnel qui est, pour l'essentiel, c'est des protégés politiques, etc., etc., qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Alors, tout ça, ça influe et ça crée des pesanteurs et des lourdeurs, si bien que, pourquoi, Pierre-Edouard, si nous sommes si performants, notre économie a tant de mal à bouger depuis plusieurs années. Pourquoi la Gambie, qui est à côté de nous, qui n'est pas plus riche que nous, qui n'a pas plus de cadre que nous, oui, mais s'en sort mieux que nous? La responsabilité est plus du côté des gouvernements antérieurs, précédents. Le président Macky Sall est en train de faire des efforts, là, il faut le reconnaître. Celui-ci, comme celui devant, moi je les mets dans le même sac. J'ai toujours dit, ils sont pareils. C'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes façons de fonctionner. C'est les mêmes façons de fonctionner. Et Macky a prôné la rupture. Et à travers ces actes-là, on peut... Donnez-moi un cas de rupture. Vous n'en voyez pas? Donnez-moi un. Je pose la question. Ah non, non, vous dites qu'il y a des ruptures, c'est vous qui avez dit. Gestion sobre et vertueuse, c'est ce qu'il avait promis à son arrivée au pouvoir. Sobre et vertueuse. Bon. Je demande à voir. La sobriété, je ne la vois pas. L'État vit encore, et plus encore, à un train de vie qui est tout à fait anormal. Vous savez, il ne faut pas croire les choses qu'on raconte. Quand on vous dit, par exemple, oui, pour économiser tous les logements privés, n'est-ce pas, que l'État avait conventionné, les conventions ont été résiliées. Très bien. On dit, à la place, on verse une indemnité aux propriétaires, aux responsables. Très bien. Mais quand on prépare le texte à ces responsables qui ne sont plus logés par l'État mais qui sont indemnisés, on ajoute une foule d'autres personnes qui n'ont rien à voir là-dedans. Vous savez, à la présidence aujourd'hui, les conseillers, Dieu sait qu'il y en a, et tous ces gens qui sont là-bas ont profité de cette opération-là pour se glisser là-dedans et ils perçoivent chacun 1 million d'indemnités de logement par mois. Vous avez des preuves? C'est net, mais c'est des textes. C'est des textes. C'est des textes. Donc, gestion vertueuse, vous savez, moi j'ai ce défaut-là de ne pas pouvoir me cacher. Mais le problème, c'est que de cette façon, j'aborde ce qui se présente un visage ou des paroles, et qui, en réalité, passent à côté, font autre chose, font pratiquement le contraire. Et c'est ça, malheureusement, qui se passe. Rupture, il n'y en a pas. Le clientélisme demeure. Bon, c'est même aggravé. Bon, on en a parlé ici, Pierre-Edouard. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ça, c'est aggravé. Où est-ce qu'il y a des ruptures? Oui, à la lumière de ce que suit, on peut parler de rupture. C'est une question qui ne va pas certainement vous laisser indifférent. Il y a l'UEMOA qui félicite le Sénégal pour son application des directives. Le Sénégal est le seul pays de l'UEMOA à avoir appliqué 6 sur 8 directives de l'UEMOA sur l'harmonisation des finances publiques. On parlait de rupture tout à l'heure. Oui, non, mais attendez, ce n'est pas une rupture, c'est une tentative de retour. Vous savez, Pierre-Edouard, si vous parlez de l'UEMOA, je suis sur mon terrain privilégié. Jusqu'en 2000, le Sénégal était, comme on le dit, le meilleur élève de l'UEMOA. Le meilleur élève. Et même à l'UEMOA, nous nous sommes quelquefois fondés sur des existants au Sénégal pour calquer ça sur les autres pays de l'UEMOA. La Cour des comptes du Sénégal
C'est la seule Cour des comptes qui existait avant. Et sur ce modèle-là, nous avons construit des cours des comptes dans tous les pays de l'UEMOA. Ça, c'est une chose. Je suis d'accord avec vous. Mais quand vous dites que le Sénégal aujourd'hui est félicité parce que c'est le seul pays... Oui, c'est le président de la commission de l'UEMOA, Hadjibou Soumaré, qui est sénégalais, entre parenthèses. Oui. Qui est sénégalais, entre parenthèses. Oui, mais je ne doute pas de ce qu'il dit. Mais ce n'est pas là qu'est le problème. Mais j'ai dit et j'ai répété plusieurs fois que si le Sénégal a adopté des textes relatifs à l'ARMP et à ce code de marché, et je vais y revenir, c'est parce que c'est l'UEMOA qui lui a imposé. Ah bon? Oui, en son temps. Oui. En son temps. En son temps, oui. En son temps. Sinon, le Sénégal ne voulait pas créer l'ARMP, ne voulait pas de ce code de marché-là. Et comme je l'ai dit, quand le code de marché a posé problème, parce qu'il ne permettait plus certaines choses, on l'a modifié. Mais aujourd'hui, vous parlez de mes élèves d'avoir transcrit les directives. Le code de marché qui vient d'être modifié. Oui. J'entends des gens dire que c'est des modifications mineures. Mais il y a une modification majeure dont personne ne parle. Oui. C'est qu'on a sorti des appels d'offres de rigueur, n'est-ce pas, des textes, ce qu'ils appellent le partenariat public-privé. Mais ça, quand vous l'enlevez, il ne reste plus rien. Il reste des miettes, des petits marchés d'1 milliard, etc. Mais les gros marchés, la cité de comment ça s'appelle, de l'émergence, le centre de congrès de Diamniadio, ça c'est des choses qui font 50 milliards, des sommes plus importantes. Mais ça... Il échappe au contrôle de l'ARMP. Ça, c'est le contrôle, parce que comme il dit, partenariat public-privé, ça les gens ne l'ont pas noté, on n'en parle pas. Mais ça, en le faisant, on enlève toute sa substance du code des marchés. Parce qu'on laissera entre les mains des choses, des trucs de 100 millions. Oui, mais on a eu à déplorer la lourdeur du code précédent qui a été... S'il y a lourdeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que les gens qui sont dans les circuits ne font pas le travail ou les gens qui font dans le circuit ne sont pas à leur place. Mais ces choses, c'est les mêmes textes qui sont appliqués à la Banque mondiale, qui sont appliqués à l'Union européenne. C'est les mêmes textes que moi, à la commission de l'UEMOA, j'ai appliqué pendant les 8 ans que j'ai passé. Okay. Et sans problème. Donc c'est parce qu'on veut, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Il ne s'agit que de ça. Voilà. Parce qu'on ne peut plus faire certaines choses sous l'empire de ces textes draconiens, les commissions cachées, les surfacturations, les détournements, c'est tout. Il faut dire la vérité. Ok. L'actualité, parce qu'il faut qu'on y aille vite, c'est la polémique autour du montant du financement du Centre international de conférence de Diamniadio. Initialement, on nous a parlé de 40 milliards. Après, le montant a évolué à 51 milliards. Aujourd'hui, on parle de 56 milliards. Vous, qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Bon, je dois dire, pour démontrer que je suis objectif, vraiment, je ne suis pas toujours à charge. Dans ces grands travaux, ça, c'est le problème des architectes. Quand ils chiffrent les choses, c'est toujours minoré. Et à l'exécution, on voit qu'il y a des dépassements. Ce n'est pas qu'au Sénégal. Vous allez en France, moi qui lis la presse française, le Canard enchaîné en particulier, qui est un bouge à la matière, c'est des dépassements, des fois du double ou du triple. Ça, ce n'est pas là qu'est le problème. Moi, si le dépassement est justifié par des travaux réels, par de la substance, je n'ai pas de problème. Par contre, moi, ce qui me dérange, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on ait donné ça comme ça à cette société turque. Et puis en plus, moi, ce qui me fait rire toujours, on nous dit, oui, mais le Sénégal n'a mis que tant. Que 26 milliards. Le reste sont les Turcs par Exim Bank. C'est un cadeau? C'est un prêt, le gouvernement l'a dit clairement. Mais on paye? Oui. Alors, où est le problème? On paye. Donc c'est le Sénégal. Non seulement c'est le Sénégal, non seulement on paye, mais on paye cher. Parce que il y a des intérêts, il y a des commissions, etc. etc. Avec un délai de grâce de 18 mois. Mais ce n'est pas le problème. La Banque mondiale, tous ces gens prêtés à des délai de grâce de 5 ans, 6 ans. Mais c'est-à-dire, c'est d'éviter de vouloir tromper les gens en disant que le Sénégal n'a mis que tant. Alors que le reste, c'est comme pour les travaux, des dossiers sur la Corniche et ailleurs, la Banque de développement et tout ça. Mais c'est des gens qui ne donnent pas, ils prêtent dans des conditions. Mais c'est l'argent du Sénégal parce qu'on a emprunté. Si je sors de ma poche, Pierre-Edouard, un billet de 10 francs, je vous mets dans votre poche, vous l'utilisez.
Mais après, vous me le payerez. Ce n'est pas un cadeau. Ok, dernière question, c'est à propos... Déjà. Oui, déjà, le temps passe très vite. C'est à propos de l'argent de Hissène Habré. Récemment, on a entendu l'ancien Premier ministre qui était le directeur de la CBAO dire qu'en réalité, Habré n'avait déposé qu'une 60aine de milliards, je pense, dans sa banque. Et vous, à un temps, vous avez eu à parler de milliards. Alors, éclairez-nous un peu sur cette affaire-là. Ce que je voudrais dire, c'est que ce pauvre Abdoumbaye, qui est un jeune frère, je suis persuadé, si quand cette affaire éclatait, il n'était pas Premier ministre, on n'aurait jamais parlé de lui, on n'aurait jamais parlé de cette affaire-là. Mais c'est une exploitation politicienne. J'en ai la conviction qui a été faite pour chercher la petite bête pour l'atteindre. C'est quoi la vérité dans cette affaire? Je vais y venir. Parce que vous étiez ministre de l'économie et des finances à l'époque. J'étais ministre des Finances. Oui. Et dans cette affaire-là, personnellement, je crois qu'il a fait son travail de banquier. Ni plus ni moins. Un client se présente et veut déposer de l'argent dans sa banque. Il prend le dépôt. Et il a dit, je l'ai entendu ces jours-ci, que ça ne dépassait pas 300 millions de francs CFA. 300 millions, oui. Et je le crois personnellement, fortement. Parce que, vous savez pourquoi? Après avoir déposé ces 300 millions, M. Habré est allé dans notre banque, la Citibank, qui n'existe plus aujourd'hui à Dakar. Et a voulu déposer là-bas 200 millions. Ça, je le sais, c'est parce que justement, c'est la Citibank qui a saisi le ministère des Finances, qui nous a informés par prudence. Oui. Alors que, légalement, juridiquement, rien ne s'opposait à ce qu'ils prennent cet argent-là. Parce que tous ces textes-là, aujourd'hui, OFNAC, blanchiment d'argent, c'est récent. Et à l'époque, en plus, les CFA d'Afrique centrale, on pouvait les échanger ici avec nos CFA à nous. On pouvait même les prendre dans les marchés à l'époque. Je me souviens quand je revenais de ces pays-là. Donc, il n'y a rien d'illégal. Deuxièmement, à ce que je sache, Hissène Habré, les motifs pour lesquels il est poursuivi, je n'ai pas entendu parler d'argent. Personnellement, on parle de génocide, on parle de massacre, on parle de choses, mais ce problème-là n'a jamais été évoqué par le Tchad. Sauf que là, vous avez parlé de milliards, là, on en est justement au million. On n'a pas atteint encore le milliard. Pas encore le milliard. Et ce que je sais de cette affaire-là, et je dis que il n'y a que Hissène Habré qui peut savoir et dire combien d'argent il a amené au Sénégal. Personne d'autre ne peut le dire. Parce qu'on ne l'a pas fouillé. Quand l'opération s'est passée, j'ai eu à m'en entretenir avec le président de la République. Abdou Diouf. Abdou Diouf. Qui m'a dit, ah oui, mais je suis surpris. Parce que quand j'ai posé la question, avant d'accepter qu'Habré vienne à Dakar, il m'a dit qu'il n'avait que 80 millions de francs. Et dans la discussion, je me suis dit, Monsieur le Président de la République, en fait, s'il a menti, c'est un mensonge très fin. Parce que vous avez compris 80 millions de francs CFA, et lui, il parlait de 80 millions de francs français. Oui. Et qui doit faire combien de CFA? Ce qui, à l'époque, avant la dévaluation, faisait 4 milliards. De francs CFA. De francs CFA. Moi, c'est ça que je sais. Je n'en sais pas plus. Mais toutes les divagations qui parlent de 16 milliards, ça, je ne suis pas au courant. Mais ça, voilà moi ce que je sais de cette affaire-là. Mais je reviens encore à ce que je vous disais, c'est une exploitation politicienne qui a été faite de cette affaire-là pour accabler le Premier ministre de l'époque. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Monsieur Touré, oui, allez-y. Pierre, avant de vous quitter après cet agréable entretien, je voudrais profiter de l'occasion parce que nous sommes au lendemain et à la veille de deux fêtes concernant nos deux grandes religions au Sénégal. La Toussaint, la fête de tous les saints, que nos frères et sœurs catholiques ont fêté samedi. Et je voudrais à cette occasion leur souhaiter, si ce n'est pas trop tard, joyeuses fêtes et m'associer de tout cœur avec eux pour cette fête-là, mais également tous les morts, tous leurs morts et tous nos morts du Sénégal. Enfin, demain, Tamkharit, l'une des plus grandes fêtes de l'islam, même s'il n'y a pas de moutons. Hein? Oui. Et je souhaite que les Sénégalais la passent dans la ferveur et dans la prière. Et que
ces deux fêtes puissent apporter à notre pays beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix et beaucoup de chance pour le futur. Oui, c'est tout ce qu'on souhaite pour notre pays. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Moussa Touré, ancien ministre de l'économie, des finances, du plan et du commerce, ancien président de la commission de l'UEMOA et actuellement, vous êtes le président de Conscience pour l'éthique et la transparence, cette Djering Samareo. Merci infiniment et revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir, Thierry. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.